Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la ZX Academy. On va continuer nos cours de traumatologie et aujourd'hui on va s'intéresser aux fractures de la jambe. Donc fractures des deux os de la jambe, notamment surtout du tibia. Voilà. Donc comme petite introduction à ce cours, les fractures de la jambe, elles intéressent la diaphyse tibiale et qui peut parfois associer une atteinte du péroné. Il faut juste savoir une chose, c'est que le péroné dans cette région, il n'est pas un os important parce que le péroné, il ne porte pas autant le membre inférieur. C'est plutôt tibia qui est l'os de charge. Et donc si nous avons une fracture du péroné isolée, le traitement il peut être orthopédique. Ou là, on peut carrément le traitement fonctionnel, on peut ne rien faire parce que c'est le tibia qui porte la jambe et voilà. C'est une fracture qui intéresse n'importe des deux os, donc fracture de la jambe au niveau épiphysaire, diaphysaire, désolé. Et donc là, le risque qu'on craint le plus, c'est que ces os, ils se fracturent, peut être fermés ou ouvertes, et surtout, ces os, s'ils se fracturent, mais ce sont des os longs, le fragment fracturaire, il peut être responsable d'une ouverture cutanée. Et donc, il y a un risque infectieux très important. Donc ça, c'est la particularité d'une fracture de la jambe. Donc c'est une fracture fréquente et grave, surtout dans un contexte de polytraumatisé. Les lésions associées, elles sont plusieurs, soit cutanées, donc contusion, nécrose, etc., perte de substance, vasculaire, donc ischémie, etc., nerveuse, donc dénervation, et l'embolie graisseuse. Voilà. Donc c'est quoi les mécanismes? Les mécanismes, il y en a plusieurs, notamment les mécanismes directs, fracture transversale, communitive, où on peut en mettre en évidence des lésions cutanées en regard, notamment des contusions, lésions des parties molles, des traumatismes indirects, notamment une torsion, qui peut être responsable d'une fracture spiroïde, ou bien une transmission de l'énergie chute sur les pieds avec fléchis. Voilà, c'est juste les traumatismes, mécanismes indirects. Donc le trait de fracture, il y en a plusieurs types, transversal, linéaire, transversal, oblique, spiroïde, bifocal, en aile de papillon, communitive, etc. Donc là, c'est juste un petit rappel de la sémiologie traumatologique, fracture transversale avec possiblement un déplacement ou bien une angulation, rotation, etc. Donc là, c'était juste comment caractériser une fracture radiologiquement. Donc le type, le siège et la localisation avec un déplacement associé s'il existe. Voilà. Donc là, en aile de papillon, on peut trouver donc il y a deux traits de fracture et trois fragments. Voilà. Spiroïde par torsion. Les fractures communitives qui sont surtout l'affaire des chocs directs où il y a un éclatement de l'os, avec parfois associé des lésions en regard, notamment cutanées et des parties molles. Cutanées, notamment échymose, nécrose, etc. Parties molles, donc musculaires, vasculaires, nerveuses, etc. On peut parfois avoir une fracture à double étage au niveau de deux niveaux. Voilà. Donc là, il faut faire très attention. Les fractures à double étage sont surtout des fractures instables. Donc, ce sont des fractures dont le traitement est presque toujours chirurgical. Voilà. Le déplacement. Le déplacement, surtout, il faut savoir quel type, parce qu'il joue un rôle très important dans la classification de la fracture. Parce que, comme on a dit, on va voir qu'il existe des types selon la classification. Et cette caractérisation, elle est très importante pour la prise en charge. Parce que, voilà, comme on a dit, les traitements, ils vont surtout être soit orthopédiques ou bien chirurgicaux. Et donc, orthopédiques, ils restent réservés pour des formes particulières. Voilà. L'ouverture cutanée, donc trois stades selon la classification de Cauchois et de Parc. Et surtout lorsqu'on a une ouverture, c'est le risque septique. Et donc rappelez-vous, sinon, si on a une ouverture cutanée, c'est l'indication du traitement par fixateur externe, en attendant que le risque septique diminue, puis ensuite on va ouvrir. Donc classification de Cauchois et du Parc, donc c'est trois stades, type 1, type 2, type 3, rappelez-vous. Type 1, c'est une plaie linéaire ou punctiforme qui est facilement suturable. Type 2, c'est une plaie avec des berges à la limite de la viabilité, donc échymotique, contu, etc. Donc suturable sous tension et qui peut lâcher. Type 3, c'est une perte de substance importante, donc la plaie elle est non suturable. C'est l'indication de la greffe de peau ou bien recouvrement avec un lambeau. Les fractures ouvertes, c'est surtout l'indication d'un fixateur externe pour essayer d'éviter l'infection.
que osseuse. Voilà. Donc l'étude clinique, on va demander les différentes informations nécessaires pour voilà, mettre en évidence le mécanisme, les caractéristiques, les circonstances, le délai. Le délai, il est aussi très important pour connaître le risque infectieux, etc. Donc à l'examen physique, on peut mettre en évidence donc d'abord les signes fonctionnels, la douleur, l'impotence fonctionnelle. Ensuite, l'examen physique, il va mettre en évidence une déformation. On va palper les pouls, donc un examen loco-régional systématique. Donc pour mettre en évidence les complications vasculo-nerveuses, donc immédiates, la chaleur, la motricité des orteils, évaluer l'importance du déplacement, l'état de la peau, pour voir si la suture elle va tenir ou non, etc. Voici quelques images. Et pour ensuite confirmer la fracture par la radiographie, et donc la radiographie c'est toujours face et profil. Donc radiographie de la jambe en prenant les articulations sus et sous-jacentes. Voilà. Et donc on passe à la prise, on peut donner un petit mot pour la prise en charge. Donc la prise en charge, il y a plusieurs options possibles. Mais là, une question se pose. Le traitement orthopédique, donc il est réservé pour les fractures fermées, peu ou pas déplacées, ça veut dire les fractures qui sont stables, où on va faire une réduction avec un plâtre cruropédieux. Mais ceci va imposer de mettre un plâtre pendant 90 jours. Est-ce, qu'un, est-ce que vous allez accepter de mettre un plâtre pendant 90 jours et de ne pas mobiliser le membre inférieur? Donc voilà, la réponse est très probablement non. Et donc ça, c'est un très grand problème pour les traitements orthopédiques du membre inférieur, c'est que les indications, elles sont très délicates. Il y a d'abord l'indication en regard de la lésion anatomique, en raisonnant face à la lésion anatomique, mais aussi le raisonnement fonctionnel. Ça veut dire que c'est un membre inférieur qui va être non fonctionnel. Donc même si le traitement il est efficace, là, il faut prendre en charge la situation socio-économique du patient. Donc, en général, le traitement orthopédique il est abandonné pour un traitement chirurgical, même pour des raisons sociales, et voilà, professionnelles, etc. Donc plâtre cruropédieux, 45 jours, qui va ensuite devenir plâtre, une botte plâtrée, donc pour essayer de libérer le genou, parce que comme on a dit, le genou, lors des fractures, lors des lésions, fracture de la rotule ou autre, atteinte du constitution du genou, soit le fémur, tibia, etc. Le genou est une articulation très arthrogène, donc très facilement arthrosique, donc il faut faire très attention. Il faut la libérer dès que possible. Sinon, on peut faire une attelle cruropédieuse, un contrôle de l'alignement par radioscopie pour voir si on a aligné. Parce que, comme on a dit, si on fait une réduction, il est impératif d'obtenir une réduction anatomique parce que sinon, si nous avons un bout d'os qui est libre, il risque de causer une complication tardive, notamment un calvicieux, une pseudo-arthrose, un retard de consolidation, etc. Les complications possibles, donc, comme on a dit, vu que c'est un plâtre circulaire, rappelez-vous que le plâtre, il a plusieurs complications. Notamment, en tête de liste, c'est le syndrome de Loge, qui est une urgence diagnostique. On distingue aussi la phlébite due à l'insuffisance veineuse ou autre, des escarres cutanées, des embolies graisseuses, et finalement un déplacement secondaire si on n'a pas fait un plâtre de bonne qualité, une réduction de bonne qualité. Voilà. Si on a bon, c'est un traitement قديم هذا. Si on avait un déplacement secondaire, on pouvait le corriger par gypsotomie. C'est une attitude assez ancienne, donc voilà, qui commence à disparaître au profit de la chirurgie. Parce que la chirurgie, elle occupe largement sa place dans le traitement des fractures du membre inférieur kamel. Donc la consultation osseuse, le CAL, qui va ensuite évoluer petit à petit. Donc rappelez-vous, on a 3 phases, l'inflammation, le cal mou et ensuite le cal osseux. Et le traitement chirurgical, en réalité, c'est presque toutes les fractures, les fractures du membre inférieur. Parce que la chirurgie, elle permet d'obtenir un membre inférieur qui est fonctionnel dès que possible, très rapidement. Donc, par exemple, un footballeur qui se fracture la jambe, c'est exceptionnel qu'on lui donne un traitement orthopédique, qu'on opte pour un traitement orthopédique. Donc, voilà. Si la fracture elle est instable, si elle est ouverte, etc. Donc on peut utiliser soit une plaque vissée, soit un enclouage, soit un fixateur externe. Donc il y a plusieurs options en fonction du tableau. Donc comme on a dit, la plaque vissée, bon,
la plaque vissée, elle est stifam parce que rappelez-vous, comme on a dit pour le cours de la fracture de la diaphyse fémorale, le meilleur traitement c'est surtout l'enclouage centromédulaire si possible, parce que premièrement, on le fait par un foyer fermé. Et rappelez-vous, le foyer fermé, il a plusieurs avantages par rapport au foyer ouvert, mais non seulement, voilà, il a beaucoup plus d'avantages, il est moins invasif, et voilà. Le fixateur externe, il est réservé pour les fractures ouvertes et l'ECMES chez l'enfant pour essayer d'éviter le cartilage de croissance. La plaque vissée, les fractures métaphysaires surtout. Voilà. Voilà donc la plaque vissée. Quelques images, le traitement, et puis la radiographie de contrôle pour voir si on a bien réduit l'os et corrigé. Sinon, c'est l'enclouage centromédulaire qui est le traitement, le gold standard. Le traitement de Gérard Kuger. Gérard Kuger, donc c'est le premier médecin qui a trouvé le principe d'un enclouage et qui a révolutionné l'orthopédie et la traumatologie orthopédie. Voilà. Clou pour tibia et qui peut être ensuite verrouillé. Donc un verrouillage, ça dépend de l'indication. Donc verrouillage statique ou un verrouillage dynamique. Donc d'abord on perfore, donc pour à l'aide le guide, et ensuite on va introduire un clou au niveau de la moelle osseuse. Voilà, l'introduction du guide, puis des salessoirs et enfin le clou. Voilà, ce sont des clous verrouillés. Donc la deuxième et la troisième, c'est un verrouillage. Donc la deuxième, c'est un verrouillage dynamique parce que nous n'avons verrouillé qu'une seule extrémité. Le troisième, c'est un verrouillage statique. Le quatrième, c'est un clou qui n'est pas verrouillé. Donc la différence, c'est que si on verrouille les deux extrémités, c'est un verrouillage statique. Donc là, mais il faut faire très attention. Le verrouillage statique, il a une complication, c'est la pseudo-arthrose. Donc la pseudo-arthrose, le retard de consolidation, etc. Donc idéalement, nous, on veut faire un verrouillage dynamique, mais encore une fois, il reste réservé à des indications particulières. Si on a une fracture avec rotation, ce n'est pas comme si on avait une fracture avec un trait linéaire. Le clou du tibia, donc, qui peut être verrouillé. Donc on a une fracture spiroïde. Et comme vous le regardez ici, nous avons une fracture d'IL péroné et que nous n'avons pas traité, on a gardé. Donc c'est une notion importante, le péroné est un os que le traitement est fonctionnel, sauf si nous avons une atteinte de l'extrémité inférieure. C'est une exception. Une fracture de l'extrémité inférieure du péroné, elle nécessite un traitement. Alors que le péroné, c'est un os qui a besoin surtout d'un traitement voilà, fonctionnel. Voilà, un clou simple, un clou à ailette, un clou verrouillé, etc. Donc, c'est les différentes options thérapeutiques. Donc, comme on le remarque ici, le péroné, il n'a pas besoin de traitement et il va consolider. C'est pas grave. C'est un os dont le traitement est surtout fonctionnel. Voilà. L'ECMES, c'est une forme, c'est un traitement particulier pour essayer d'éviter le cartilage de croissance chez l'enfant. Voilà. Donc, c'est un enclouage particulier, centromédulaire, adapté à l'enfant. Les fractures ouvertes, par contre, donc là, c'est surtout on craint le risque infectieux. Et donc l'urgence, c'est de mettre d'abord un fixateur externe avec une prise en charge, une couverture antibiotique. Une couverture antibiotique, un parage chirurgical, donc voilà, parage chirurgical pour exciser le tissu nécrosé, une sérothérapie antitétanique, etc. Donc il faut craindre la nécrose cutanée qui aboutit à une exposition de l'os et qui peut évoluer par la suite par une ostéite directe. Et l'ostéite, c'est très difficile à traiter. Donc, c'est l'indication d'un fixateur externe. Donc, il y a plusieurs types de fixateurs externes. Donc, ça dépend de l'indication. Mais en général, devant toutes les fractures ouvertes, on a besoin d'un fixateur externe en attendant que la couverture antibiotique et que la peau cicatrise. Et ensuite, on peut ouvrir et traiter chirurgicalement. Donc, le fixateur externe, il permet de corriger la fracture à l'aide de rotules, de plaques et des fiches. Stabiliser la fracture. Voilà. Donc il est indispensable lorsqu'on a une ouverture cutanée. Voilà.
en attendant que la peau cicatrise et ensuite on va traiter chirurgicalement correctement. Voilà. La perte de substance, encore une fois, elle peut être traitée soit par une greffe de peau ou bien un lambeau de couverture. Donc nous avions déjà mentionné cela. Et voilà, un petit mot concernant les complications des traitements. Donc chirurgie plastique pour couvrir par un lambeau, greffe osseuse, et les possibles si on a une perte de substance, si on a un engrenage. Voilà. Donc les complications immédiates, secondaires et tardives. Donc immédiates, c'est surtout l'ouverture cutanée et les complications vasculo-nerveuses. Secondaires, c'est surtout un déplacement secondaire, une nécrose cutanée, un syndrome de Loge, l'infection sur les bites, etc. C'est le traitement, c'est les complications secondaires au traitement immédiatement, d'une manière court terme. Et ensuite, nous avons les complications tardives, c'est surtout la pseudo-arthrose ou bien le calvicieux, dont les complications les plus fréquentes et qui peuvent être responsables de déformations ou bien des inégalités des membres inférieurs. Des deux membres inférieurs. Donc là, faire très attention. Consolidation vicieuse et qui peut être responsable d'un varus. Donc voilà, une déformation. Une inégalité des membres. Un calvicieux, donc recurvatum. Rotation externe. Donc là, ce sont des déformations. Voilà. C'est juste quelques images. Consolidation vicieuse. Donc voilà. La pseudo-arthrose, c'est le retard de consolidation. Donc, devant la pseudo-arthrose, le raisonnement général, c'est que devant toujours les pseudo-arthroses, il faut suspecter en premier lieu une infection. Donc, voilà. La pseudo-arthrose, la cause la plus fréquente, c'est l'infection. Ou bien les facteurs systémiques. مثلا diabète, etc. qui sont des facteurs qui induisent la pseudo-arthrose. Parce que voilà, il n'a pas une bonne vascularisation. Voilà, l'insuffisance cardiaque, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, etc. Donc pour traiter les pseudo-arthroses, on peut faire une ostéosynthèse et de la greffe osseuse pour accélérer le traitement. Greffe osseuse, soit par autogreffant ou bien allogreffant. Donc voilà, les suites thérapeutiques. Donc il existe des techniques de confection, si plâtre appui interdit jusqu'à consolidation. Parce que comme a dit le plâtre, le traitement orthopédique, en réalité, il est très difficile à indiquer parce qu'il est trop strict pour le patient. Et donc le patient, en général, il va refuser. Voilà, etc. Donc fracture complexe, appui différé, etc. Donc c'est juste le suivi en fonction du traitement. Voilà. Donc en guise de conclusion, les fractures de la jambe, c'est une atteinte assez fréquente qui fait de sa gravité surtout l'ouverture cutanée parce qu'elle a un risque infectieux majeur. Et donc il est très important d'être capable de caractériser et de classifier les fractures parce qu'elle va modifier la prise en charge. Mais la prise en charge de ces dernières, c'est surtout un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical repose surtout sur l'enclouage centromédulaire, qui reste toujours le traitement, le gold standard. Et bien sûr, le type de l'enclouage centromédulaire, il va dépendre du type de fracture et des circonstances. Et bien sûr, dans l'urgence, il faut faire un examen local-régional, surtout vu que ce sont des fractures qui surviennent dans des tableaux d'accidents de la voie publique. Et donc, ils sont polytraumatisés. Et donc, on a une véritable urgence vitale en premier lieu, et ensuite, il faut faire un examen complet. Voilà. Donc, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas de laisser un like et un joli commentaire, et on se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage!